Donc, on va aller un petit peu plus loin dans la description de ces fameux qubits avec Tristan Meunier. Donc, Tristan est un chercheur aussi du CNRS travaillant à l'Institut Néel. Et donc, lui, il travaille essentiellement sur le domaine du contrôle cohérent des objets quantiques. Alors, au départ, ils ne sont pas nécessairement dans le semi-conducteur. Et depuis 2005, il s'est plutôt spécialisé sur les objets quantiques dans les semi-conducteurs. Il a reçu, je crois, 2 bourses ERC. Donc, je crois que ça n'arrive pas très souvent. Hein, donc, bravo déjà pour ça. Et puis, donc, dernièrement, en 2018, il a eu une ERC avec Maud Vinet et Silvano De Franceschi pour travailler sur ce problème de contrôle des spins d'électrons dans les nanostructures semi-conductrices, dont il va nous dire un petit peu un mot. Alors, lui aussi, Tristan, il a la dure responsabilité d'avoir une présentation de 2 fois 20 minutes, puisque initialement, il devait la faire également en duo avec Maud Vinet. Donc, Maud Vinet, vous la connaissez peut-être, elle est directrice du programme Quantum Hardware du CEA-Leti. Elle s'est fait connaître sur ses travaux concernant le développement et le transfert industriel d'une technologie, j'allais dire bien grenobloise, qui s'appelle le FDSOI, le Fully Depleted Silicon on Insulator. Et plus récemment, donc, elle s'est consacrée au portage des qubits sur une plateforme CMOS, dont on va en reparler aujourd'hui. Et je voulais quand même saluer Maud parce qu'elle faisait partie du comité d'organisation. Elle est souffrante, donc elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on espère qu'elle revienne bientôt en super santé. Et donc, Tristan, tu as donc la lourde responsabilité de tenir 40 minutes sur cette présentation. Je vais m'y atteler. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Eh bien oui, c'était une présentation qui était organisée, je pense, qui était nécessaire, car, comme a dit Olivier et Alexia, le domaine devient de plus en plus mixte entre l'ingénierie et les physiciens. Et donc, on se considère comme physiciens et ingénieurs, et nous travaillons ensemble. Et je crois même que de plus en plus, l'activité de l'ordinateur quantique, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, va drifter progressivement vers les ingénieurs, car les problématiques qui sont en jeu sont difficiles à résoudre pour des physiciens dans des laboratoires. Donc, nous faisons partie de cet effort du Quantum Silicon Group qui cherche à construire un ordinateur quantique à l'aide du silicium. Hein. C'est une collaboration entre le CEA, le CNRS et le LETI et l'IRIC, plus particulièrement au CEA. Ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, c'est nos réflexions sur les contraintes pour réaliser un ordinateur quantique, et ensuite de confronter ces contraintes à la réalité, c'est-à-dire vous décrire les différentes plateformes et vous expliquer leurs avantages et leurs challenges pour aller vers le Graal qui est ce calcul quantique. Donc il y aura un certain overlap avec ce que Alexia et Olivier ont dit, mais j'essaierai d'accélérer et de complémenter un peu ce qu'ils ont dit. Donc comment je fais pour passer les slides? Je tape dessus. Hein. La petite zapette. Alors, on commence par cette photo qui est issue de ma thèse. Donc, il faut savoir que j'ai fait ma thèse dans le même laboratoire qu'Alexia, le laboratoire du prix Nobel Serge Haroche. Et donc, c'est là où on a appris la physique quantique. Et en particulier, ça me donne une particularité parce que j'ai accès aux 2 types de systèmes, les systèmes de matière condensée, les systèmes de physique atomique. Vous allez voir, ils sont prépondérants dans la réalisation, dans les plateformes. Donc, sur quoi ça se base? Sur ce principe de quantum superposition, de la superposition quantique, qui nous permet, qui existe à l'échelle microscopique, qui permet à un objet quantique d'être dans 2 états à la fois mort ou vivant. Hein, c'est l'allégorie du chat de Schrödinger. Et mathématiquement, ça s'écrit de cette manière-là, où vous avez les 2 états 1 et 0, et vous avez des phases que vous pouvez mapper sur une sphère, de telle manière à pouvoir accéder tous les états possibles, donc, qui sont possibles sur cette sphère et qui sont la base de l'ordinateur quantique. D'accord? Donc, une chose à préciser ici, moi je considère les qubits comme des oscillateurs. Donc, pour les gens qui font de la RF,
ces oscillateurs, eh bien, le but du jeu d'un ordinateur quantique, c'est de comprendre comment contrôler cette phase et de bien la garder en référence. Et on sait que dans les circuits RF, vous avez besoin d'avoir des références de phase qui vont permettre de savoir exactement comment les phases vont se propager au cours du calcul. Eh bien, c'est exactement le même jeu qui est ici, et donc on peut dire que fondamentalement, ces systèmes ont vraiment des caractéristiques d'oscillateurs, mais ils sont quantiques et ils ont leurs particularités quantiques qui nous aident à calculer plus rapidement. Donc, comment ça marche? Pourquoi on calcule plus rapidement? J'ai l'habitude de présenter ce transparent. Le nombre d'états accessibles, je le fais ici pour 3 bits, est exactement le même. Vous avez 8 états dans chaque cas. Et la différence entre le monde classique et le monde quantique se fait sur la façon dont est réalisé sur la façon dont on calcule. Fondamentalement, pour un calcul classique, vous allez prendre chacun de ces inputs, par exemple 0, 0, 1, et vous allez faire le calcul dessus. Et fondamentalement, le calcul, il est séquentiel, c'est-à-dire que pour avoir le résultat de chacun de ces inputs, eh ben, vous allez les faire de manière séquentielle, les uns après les autres. D'accord ? La situation est complètement différente pour le quantique parce qu'on a la capacité de faire des superpositions. Et les superpositions vous amènent à créer un état qui va être la superposition de ces 8 états en même temps. 8 états en même temps. Et de cette manière-là, quand je fais alors, je ne sais pas si ça marche. Ah non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Si je fais une opération, par exemple, sur le dernier qubit et que je lui rajoute une phase, vous voyez bien que je change la phase de tous les états en même temps. D'accord ? Et à la fin du jeu, effectivement, je vais pouvoir donc agir de manière parallèle sur tous les états. Donc, il n'y aura plus de cette idée de séquentialité. Et donc, c'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Donc, c'est sûr qu'à la fin, vous allez me dire, ah bah oui, mais Tristan, tu mesures toujours l'état classique. Oui, la mesure nous renvoie dans l'état classique. Donc, à la fin, j'aurai toujours l'un de ces états. Tout le but du jeu des algorithmiciens, c'est de comprendre comment utiliser ce parallélisme quantique, comment mettre ces différentes portes ensemble, de telle manière à pouvoir, à la fin, même si c'est un calcul classique, avoir un seul output, avoir bénéficié de ce parallélisme quantique. D'accord ? Et c'est ça qui a donné lieu, par exemple, à l'élaboration du problème de Shor, où la manipulation des phases était très importante et elle a permis de démontrer une exponentiation dans la résolution du problème RSA. D'accord ? Donc, ensuite, quand on a réalisé ça, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du chip quantique? Le but du jeu, c'est, alors ici je prends une représentation concrète, c'est-à-dire une géométrie où vous allez avoir un réseau de qubits qui interagit avec ses plus proches voisins. C'est une chose qui est assez inspirée, qui est assez naturelle de faire si vous pensez en termes de nanoélectronique, puisque vous savez que la nanoélectronique est principalement planaire. Et donc, agencer les qubits de cette manière-là paraît assez évidente. D'accord ? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire des opérations, 3 types d'opérations sur ces qubits. Vous devez pouvoir, premièrement, les manipuler. Donc, ça veut dire les exciter avec un signal radiofréquence et de telle manière à pouvoir explorer ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire la sphère de bloc. Réaliser n'importe quel état de superposition pour ces qubits. C'est une opération qui est analogique. Olivier, on a parlé un petit peu, la machine quantique est principalement analogique. Et je vais revenir sur cette définition de digital et d'analogique, puisque vous savez que un ordinateur qui a peu d'erreurs est un ordinateur digital, fondamentalement. Et donc, il y a moyen de faire de l'ordinateur quantique un objet digital, et je vous expliquerai comment ça marche dans 30 secondes. Mais la deuxième opération qui est similaire, simplement, elle est liée juste à l'interaction des qubits, c'est de réaliser cette opération, mais conditionnée avec l'état du qubit qui est adjacent. D'accord ? C'est l'opération à 2 qubits que vous allez faire. Elle est aussi analogique. La seule opération qui est digitale intrinsèquement, c'est l'opération de mesure. Cette mesure que vous devez faire, que vous devez réaliser, vous devez pouvoir mesurer n'importe quel état n'importe quel qubit dans cet arrêt et savoir s'il est dans l'état 1 ou l'état 0. D'accord ? C'est une opération digitale dans ce sens qu'elle vous donne seulement deux outputs possibles, 1 ou 0. Et c'est cette opération-là qui est typiquement la raison pour laquelle l'ordinateur quantique peut devenir digital. C'est quand on place cette opération-là au cours du calcul que ça peut se réaliser. Alors maintenant, une fois que j'ai réalisé ce genre de choses, et ça a été dit par Alexia, le principal problème qu'on a, c'est que ces opérations, effectivement, comme dans toute machine à calcul, elles sont limitées en termes d'erreurs, et les erreurs sont
très importante comparée à ce qui se passe dans un ordinateur classique. Un ordinateur classique a des taux d'erreur de 10 puissance moins 17. Ici, on parle de 10 puissance moins 2. D'accord? Ça veut dire que vous avez une erreur toutes les 100 opérations. Enfin, vous avez très rapidement des erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ça a été effectivement approché par Alexia déjà. C'est de dire que on peut premièrement vivre avec ces erreurs, donc calculer autant de temps qu'on peut avant d'avoir une erreur qui pervertit le calcul que vous êtes en train de réaliser. C'est ce qu'on appelle les algorithmes de NISQ, Noisy Intermediate Quantum System. Et dans ce cas-là, eh bien, tout simplement, combien vous avez d'opérations possibles va être déterminé par la fidélité de vos qubits. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a une grande course pour améliorer la fidélité des qubits. Et nous y reviendrons dans quelques minutes. Mais pour avoir une idée, avec 1% de fidélité ou 1% d'erreur, eh bien, combien vous pouvez faire d'opérations? Une centaine. Google, dans son expérience de quantum suprématie, a fait 1000 opérations, 20 cycles d'opérations sur 50 qubits. Et c'est les limites à l'heure actuelle de ces systèmes. Donc, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'opérations. Ce n'est pas uniquement qu'on est capable d'avoir peu de qubits, c'est aussi que, même si on avait beaucoup de qubits, vu qu'ils ne sont pas très fidèles à l'heure actuelle, on ne peut pas faire beaucoup d'opérations. Et à l'heure actuelle, on peut démontrer des choses qui sont intéressantes d'un point de vue compétition entre ordinateurs classiques et ordinateurs quantiques. L'application Google est relativement, inintéressante d'un point de vue applicatif pour l'instant. Mais c'est une démonstration qui dit que fondamentalement, pour pouvoir reproduire ce genre de système, pour pouvoir le réaliser sur un ordinateur classique, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, effectivement, eh bien, la solution qui est envisagée quand on va à plus grande échelle, c'est d'utiliser les qubits non pas seulement pour faire du calcul, mais d'en sacrifier quelques-uns pour regarder si les erreurs arrivent ou pas. C'est des protocoles de correction d'erreurs qui sont vraiment similaires à ceux qui arrivent dans un ordinateur classique. Et dans ce cas-là, eh bien, tout simplement, dans ce cas-là, vous allez pouvoir mesurer sur un qubit qu'on appelle là où on stocke la mémoire, tout simplement, eh bien, mesurer si effectivement vous avez des erreurs, soit dans une direction ou dans l'autre. Olivier a fait référence à ça. On a deux types d'erreurs. On n'a pas uniquement des bit flip erreurs. Dans l'ordinateur quantique, on a deux types d'erreurs. On a des erreurs de phase et des erreurs de bits. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux types de sondes pour les erreurs en X et pour les erreurs en Z. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de plus de qubits parce que tout simplement, on sacrifie ces qubits de mesure et qui vont plus servir au calcul. Fondamentalement, ça veut dire aussi qu'on a besoin de beaucoup de qubits pour pouvoir encoder l'information et beaucoup dépend de la fidélité, dépend de beaucoup de choses. J'ai l'habitude de dire que ce problème-là est exponentiel et c'est exactement comme le Covid. Pour pouvoir déterminer combien de cas on va avoir dans quelques temps, c'est excessivement difficile. L'exponentiation nous met dans des situations où l'évaluation du temps et du nombre de qubits et du nombre d'opérations qui sont nécessaires varie par plusieurs ordres de grandeur. Vous parlez à des gens qui vous disent que des fois c'est 10 et ça peut aller jusqu'à 1 million de qubits. C'est tout le problème de l'exponentiation qu'on est en train de vivre en temps réel à l'heure actuelle, qui est quand même très intéressant et qui a des manifestations un peu partout dans notre monde de tous les jours. Alors, je suis arrivé à peu près à une topologie. Je vous ai présenté une topologie donnée. Laissez-moi, avant d'arriver sur les systèmes, vous pointer du doigt une propriété importante qui permet d'être différenciant entre des systèmes atomiques et les systèmes de matière condensée, ce qui va être la suite de mon talk. Je vous ai présenté la situation où vous avez une topologie avec un réseau de qubits qui est interconnecté, qui interagit avec simplement 4 voisins. C'est une topologie qui est vraiment bien adaptée à tout ce qui va être réalisé en nanotechnologie. Mais par contre, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que vous avez d'autres topologies, en particulier dans le système de physique atomique, où vous allez avoir la possibilité d'avoir plus de 4 voisins. Et vous imaginez bien que la capacité de pouvoir interagir avec beaucoup de qubits va accélérer les algorithmes, parce que je vais pouvoir toucher de plus en plus rapidement et réaliser des états intriqués, qui est la base de l'ordinateur quantique, beaucoup plus efficacement. Je vous mets ici la situation des pièges à ions, où vous avez une ligne unidimensionnelle d'ions
qui interagissent ensemble, de par le fait qu'ils sont dans le vide, en fait, l'interaction entre ces ions est très forte et un ion sur le côté ici va pouvoir interagir avec le ion à l'autre côté du réseau. Cette possibilité-là, elle n'est possible à l'heure actuelle de manière reproductible et utilisée que dans les systèmes de physique atomique, et c'est quelque chose de différenciant parce que ça va limiter le nombre d'opérations, et peut-être que dans les applications NISQ, ça sera un facteur différenciant important qui pourra déterminant pour pouvoir réaliser des algorithmes plus importants. Donc, passons maintenant à la réalisation physique, hein. Ça a été présenté. Il y a un certain nombre de plateformes physiques qui sont en compétition sur ce domaine-là. Je ne fais pas la distinction entre les atomes et les systèmes de la matière condensée. Pourquoi, mon cher Olivier? Parce que tout simplement, c'est à chaque fois des électrons qu'on manipule. Ça dépend comment ils sont piégés. Moi, un atome, pour moi, c'est un électron dans un piège qui est formé par le potentiel d'un proton. Ça n'a pas de différence pour moi avec un système de matière condensée où je piège un électron dans un piège électrostatique qui est défini à l'aide de grilles et d'un transistor. Donc, pour moi, la grande majorité des qubits, ils sont basés sur l'électron et la manipulation de cet électron. D'accord? Et cette particule quantique, eh bien, on a différentes manières de la piéger, de la manipuler. Et c'est à une exception importante près, c'est les photons, effectivement, qui sont différents par essence, qui sont plus difficiles à piéger, mais qui ont des vertus incroyables en termes qui sont plus difficiles à piéger parce qu'ils sont évanescents, tout simplement, et qui ont des vertus incroyables en termes de cohérence parce que c'est les objets les plus cohérents vu qu'ils n'interagissent avec rien. Donc, je reviendrai sur ce dernier cas, hein, qui sont la physique quantique dans les chips photoniques, qui est un peu à part parce que la réalité du photon induit des méthodes de calcul quantique qui sont un peu différentes. D'accord ? Mais tous les autres sont basés à peu près sur la même idée, c'est-à-dire manipuler des électrons et comment pouvoir les contrôler. Donc il y a eu au cours des 20 dernières années des exploits expérimentaux, on peut dire ça comme ça, dans le monde de la physique, où on a démontré des contrôles de plus en plus importants. Et tous ces systèmes, d'un point de vue de physicien, sont intéressants. Moi, j'adore aller voir ces différents systèmes parce que je vais apprendre, puis je vais pouvoir comparer, savoir mais pourquoi je peux pas faire ça dans mon système à moi, alors qu'il est possible de le faire dans un qubit supra. Par contre, si Maud était là, elle vous dirait, parce que c'est une ingénieure, elle nous dirait, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un ordinateur quantique. Donc, comment je sais ce qui est relevant? Comment je sais ce qui est pertinent pour pouvoir faire un ordinateur quantique? Quelles sont les figures de mérite? Fais-moi une scorecard pour savoir comment je compare ces différents systèmes. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Et c'est une scorecard qui est un peu compliquée à lire. Et c'est le but de la fin de mon talk de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et donc, ce qui se passe, c'est que fondamentalement, on a trouvé des points importants qui nous paraissent cruciaux pour la réalisation de l'ordinateur quantique. D'accord ? Je vais passer à travers ces différents points. Et puis après, je passerai à travers tous les systèmes un à un en vous expliquant pourquoi ils ont ces propriétés-là. Pourquoi ils sont limités dans telle ou telle chose. Pourquoi ils ont cet avantage déterminant sur une particularité. Donc, les figures de mérite sont les suivantes. Vous avez la taille. La taille, vous pouvez tout de suite imaginer que si la taille de mon qubit, il est trop gros, vu que j'ai besoin, si je veux aller à avoir un ordinateur quantique universel, d'avoir beaucoup de qubits, on a parlé d'1 million, comme je vous dis, c'est un problème exponentiel, donc vous parlez avec des gens, c'est 10 milliards, il y a d'autres gens, c'est 1 million. On ne sait pas très bien évaluer pour l'instant, mais c'est beaucoup. On sait que c'est beaucoup. Si ça prend beaucoup de place, c'est problématique parce qu'après, on va devoir faire. Ça doit être gérable au niveau espace. D'accord ? La deuxième chose, c'est la fidélité. On en a parlé. Les erreurs. Moins vous avez d'erreurs, plus vous pouvez faire d'opérations. La rapidité. Vous voulez pas que votre calcul quantique dépasse l'ordre de grandeur de la journée. Donc, si c'est lent, si vous allez pouvoir faire moins d'opérations pendant la journée que si vous êtes rapide. Le caractère interfaçable, utilisation de techniques qui nous permettent de contrôler un grand nombre de systèmes. Le seul technologie qui l'a démontré jusqu'à maintenant, c'est la technologie VLSI. Donc, la compatibilité avec cette technologie est importante et elle est principalement dans les systèmes de la matière condensée. La variabilité du qubit, c'est quelque chose qui est pas facile à comprendre et qui est intrinsèque à l'ordinateur quantique. Si vous voulez faire un ordinateur quantique, vous pouvez pas faire du traitement séquentiel. Sinon, vous perdez la caractéristique de parallélisme quantique.
Donc, vous devez paralléliser les opérations. Paralléliser les opérations, ça veut dire tout simplement exciter les qubits en même temps. Et c'est beaucoup plus économe en ressources de faire ça sur des qubits qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette variabilité qui rentre en jeu. Et vous voyez qu'ici, on a un nœud dur sur les propriétés des qubits supra. Et on expliquera pourquoi. La température d'opération, c'est clair. On a besoin d'un ordinateur classique pour contrôler un ordinateur quantique. On doit le mettre au plus près parce qu'on veut faire ça à large échelle. Et on sait que plus on est bas en température, moins on a de puissance disponible, moins on pourra dissiper l'énergie dissipée par un ordinateur classique. Plus l'ordinateur classique qu'on pourra mettre, en fait, sera rudimentaire. Moins il aura des opérations faciles à réaliser. La connectivité, j'en ai parlé déjà, et le nombre de qubits intriqués, c'est aujourd'hui la figure de mérite qui est dans les journaux, donc j'en parle pas beaucoup. C'est pas la seule, c'est un peu le message du talk aujourd'hui. Alors, parlons tout d'abord du système que vous choisirez si vous avez besoin d'aller très très vite. Voilà. Si le facteur différenciant, c'est la rapidité de calcul, à ce moment-là, à l'heure actuelle, il n'y a pas photo, vous devez choisir les qubits supra. C'est des systèmes qui sont macroscopiques, en essence, c'est des systèmes qui sont le plus proche de ce qu'on peut faire d'un circuit. Hein. Vous le représentez de cette manière-là, avec des capacités, des inductances, et un système quantique qu'on appelle la jonction de Josephson qui vous permet tout simplement de faire d'isoler les deux états 0 et 1. C'est un système macroscopique, donc qui dit macroscopique dit les questions pourquoi c'est quantique. Et il y a eu un travail de 20 années pour comprendre comment isoler ce système au mieux. Et à l'heure actuelle, on peut dire que c'est l'état de l'art en termes de capacité d'erreur que vous avez. C'est aussi bien qu'un atome dans le vide, ces systèmes-là. Alors, je peux pas résister à vous montrer les derniers résultats du qubit de Google. C'est pas du tout 53 qubits, c'est juste 2. C'est le contrôle de l'interaction entre 2 qubits. Donc, on réalise des oscillations cohérentes, comme je vous ai dit, contrôlées par rapport à l'état d'un autre qubit, qu'on peut arrêter, vous voyez ces lignes blanches-là, et allumer l'interaction. C'est des franges qui apparaissent à cette position du couplage. Vous voyez que les temps caractéristiques sont en dessous de la centaine de nanosecondes. Et ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que c'est des résultats expérimentaux. Hein. On est bien d'accord. Moi, quand j'ai vu ces premiers résultats, je me suis dit, c'est exactement ce que je fais en simulation. C'est pour vous montrer le contrôle qu'on a dans ces systèmes à l'heure actuelle. C'est vraiment, vraiment très, 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 très impressionnant. Et vous n'avez pas besoin d'aller à 53 qubits pour comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça a l'allure d'une simulation, en fait. Et le niveau de contrôle, c'est équivalent à ce qui se passe pour des atomes complètement isolés de l'environnement, alors que vous êtes sur un chip et vous êtes en train de faire des manipulations avec des micro-ondes sur des gros objets. L'autre avantage déterminant du qubit de supraconducteur, c'est que vous faites le circuit et il est là. Vous avez juste besoin de faire le circuit. Pour d'autres systèmes, comme je verrai avant, il faut isoler la particule, bien la mettre dans un piège. Ça, c'est une opération qu'on n'a pas à faire dans le qubit supra. Il est là, il est de manière déterministe une position, on n'a rien à faire dessus. C'est ce qui explique pour moi pourquoi on est tellement en avance dans les qubits supra. C'est que cette facilité à isoler le qubit, à pouvoir le mettre à une position, est déterminante pour les premières étapes. Bon, alors maintenant, je vous parle des challenges. Hein. Les challenges, il y a beaucoup de travaux, même si on voit de moins en moins de choses, parce que, comme a dit Olivier, c'est de plus en plus secret. Les gens deviennent, comme on dit vulgairement dans le domaine dark, et on a juste des qubits comme ça où on voit rien du tout, on voit juste une photo, d'accord. Heureusement qu'il y a quand même des gens dans l'académie qui vous montrent que derrière il y a quand même des procédés de fabrication tridimensionnelle basés sur la technologie CMOS, faits effectivement dans ces technologies des qubits supra qui sont à l'action à l'heure actuelle, d'accord. Donc il y a beaucoup de travail à l'heure actuelle pour la scalabilité, pour la connectivité aussi, on peut essayer de relier plus de qubits entre eux. Le gros point en question à l'heure actuelle, c'est les perspectives en termes de fidélité, dont c'est encore des questions ouvertes pour les qubits supra. On ne comprend pas à l'heure actuelle le processus de relaxation. C'est un processus qui est mal connu encore dans ces systèmes-là, de par le fait qu'il est macroscopique, et les perspectives d'augmenter la fidélité sont un vrai travail qui doit être mené. Et la deuxième chose, c'est la variabilité. C'est des objets qui sont
qui sont gros, et par eux-mêmes, il a été prouvé jusqu'à maintenant que cette variabilité, la variabilité a été démontrée d'être à l'heure actuelle à peu près de 3%, ce qui n'est pas suffisant. C'est des erreurs qui sont trop importantes pour pouvoir bien commencer à paralléliser, à mutualiser les interactions entre qubits, ce qui va être une limite à un moment. Donc, il y a du travail qui est fait sur ces questions-là, mais c'est à l'heure actuelle les questions importantes de cette communauté. Donc, le talk est fait de cette manière à vous dire que pour les variabilités, si vous êtes intéressé par la variabilité et d'avoir de la fidélité importante, eh ben, vous devez vous orienter vers des systèmes atomiques. Pourquoi c'est des systèmes qui sont fondamentalement moins variables? C'est simplement parce qu'on a éloigné les surfaces. Tout ce qui pouvait contenir des charges, des petites charges comme ça qui vont perturber le qubit, eh ben, on va les éloigner très très loin parce que tout simplement ces objets, ils vivent dans le vide. Dans le vide complet, donc ils sont à des millimètres des surfaces et donc ils sont pas perturbés par ces surfaces. Moi, je me rappelle au cours de ma thèse, j'ai mesuré des transitions, donc des caractéristiques de qubits, typiquement, on pourrait dire ça comme ça. Et un jour, je suis arrivé dans le bureau de mon directeur de thèse et je lui ai dit ah ben là, je trouve pas la bonne valeur. Il m'a pas dit ah c'est intéressant, on va regarder ce que c'est. Il m'a dit retourne au laboratoire, tu as fait une erreur. Ça doit être exactement la valeur qu'il y a dans le livre qui répertorie toutes les transitions des différents atomes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très important, c'est qu'un atome, eh ben, il est toujours le même. Il va être toujours le même, à des proportions qui sont beaucoup plus, à des précisions qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on obtient pour les qubits supra. Donc ici, j'en ai deux représentations où vous piégez des particules, soit des pièges à ions, ici, sur un arrangement linéaire, soit des arrangements bidimensionnels. C'est un piégeage ici qui est lié à des électrodes, hein, parce que pour les ions, vous avez des particules chargées. Pour les atomes neutres, on est obligé d'utiliser des lasers et de faire du piégeage par laser, mais ça se fait bien, ce qu'on appelle les pinces optiques en biologie. J'accélère. La taille caractéristique du système, même si elle est toute petite, l'atome est tout petit, la taille caractéristique du système que je mets ici, c'est plutôt l'atome avec toutes ses fonctionnalités autour. Vous avez besoin d'avoir les électrodes pour pouvoir piéger, vous avez besoin d'avoir les accès pour les lasers, ce qui fait que ça agrandit la taille effective du système, même si l'atome, lui, il a une taille d'un angstrom. D'un angstrom. Ici, vous avez la représentation de ce que vous avez besoin de faire avec les deux lasers que vous devez exciter pour pouvoir exciter les différentes transitions dont vous avez besoin. Le point important aussi, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'ils vivent dans le vide et qu'ils peuvent interagir, c'est-à-dire que n'importe quel atome qui est ici, eh bien, va pouvoir interagir avec l'autre qui est là parce qu'ils vivent dans le vide et que les interactions dipôle-dipôle sont possibles. D'accord ? Et ça a été démontré expérimentalement. Maintenant, les challenges, hein, bien sûr, c'est une technologie qui est complètement nouvelle et pas du tout, se repose pas sur les technologies VLSI. Donc, il y a des gros challenges d'ingénierie pour savoir comment on va intégrer de plus en plus d'ions et comment les mettre et les assembler. Et donc, vous voyez ici différents exemples de gens qui travaillent effectivement sur comment utiliser des micro-trappes pour essayer de comprendre comment contrôler ces qubits et les rapprocher des surfaces. C'est un travail qui est effectivement en cours, en plus du fait d'accélérer eh bien, tout simplement les opérations qui est la limite à l'heure actuelle. Donc, si vous parlez de scalabilité, hein, eh bien, à ce moment-là, vous parlez d'un système qui m'est cher, c'est le système des qubits de spin, sur lequel je travaille et qu'on travaille ici à Grenoble, où il y a un gros effort, je reviendrai dessus dans une seconde. Ça a des avantages parce que tout simplement, c'est directement compatible avec les technologies VLSI, qui est la seule technologie aujourd'hui à pouvoir gérer des objets à grand nombre. D'accord ? L'idée est toute simple. Vous prenez un transistor, vous avez une grille, vous le mettez à basse température, juste une grille, vous allez faire un piège à électrons. On peut démontrer qu'on peut piéger un seul électron dans cette chose-là et vous avez votre particule quantique. D'accord ? C'est assez simple d'un point de vue conceptuel. Ce qui a été démontré technologiquement à l'heure actuelle, c'est qu'on peut piéger 2. Alors, Olivier, dans ses slides, faisait référence à 4. Je veux juste dire à l'heure actuelle que c'est pas dans le silicium, c'est dans le germanium. On connaît les caractéristiques du germanium. C'est pas si facile que ça au niveau microélectronique, le germanium. Donc c'est un spin électronique unique. On arrive à 4, mais c'est dans le germanium, donc il n'y a pas les mêmes perspectives en termes d'intégration de microélectronique.
Le point important de ce domaine-là, que moi, qui vois une explosion des propositions et des architectures, c'est qu'il y a l'interaction, j'aurais dû être là avec Maud, l'interaction vraiment forte entre les ingénieurs et les physiciens. Pourquoi elle est forte? C'est parce que tout simplement, il y a deux aspects qui sont importants. Premier aspect, c'est de reproduire ces résultats qui sont obtenus de manipulation des qubits avec les contraintes de la microélectronique. Et ça, c'est ce sur quoi on est engagé à l'heure actuelle avec Maud et avec Silvano pour démontrer, et toute l'équipe qui nous entoure, pour démontrer qu'on est capable de faire la même chose, mais avec des systèmes qui sont faits avec les techniques les plus avancées de la microélectronique pour pouvoir bénéficier du scaling qui est possible après. Donc ça, cet aspect-là, il est compliqué et on travaille dessus à l'heure actuelle. C'est le premier avantage, c'est de se faire ce transfert. D'accord? Parce que pour l'instant, tous les résultats ont été faits principalement en monde académique. Le deuxième point, c'est que de par le fait qu'on a des recettes pour aller à large échelle, eh ben, on peut réfléchir à des architectures concrètes de réalisation de notre ordinateur quantique. Ici, vous en avez 4 réalisations, la nôtre, ici, et puis différentes propositions. Et l'idée, c'est d'intégrer non pas seulement le chip quantique, mais d'avoir le chip quantique et plus son environnement. Alors là, vous voyez par exemple que le contrôle, il est sur les côtés. Sur celui-là, le contrôle, il est toujours en bleu, je sais pas pourquoi, mais il est au-dessus. D'accord. Et toutes ces capacités, ça vous donne un peu un dynamisme pour savoir comment on va intégrer à plus large échelle ces systèmes. Voilà, je ne veux pas. À l'heure actuelle, il y a un gros projet à Grenoble qui rassemble une 50aine de personnes entre le CEA, le CNRS. On travaille sur tous les aspects des manipulations quantiques à haute fidélité, à l'intégration dans les chips silicone pour savoir si ça peut aller à plus large échelle. Mais aussi, on attaque les problèmes de systèmes de cryo-électronique pour pouvoir contrôler les systèmes quantiques et toute la partie algorithme et software qui sera nécessaire et qui sera spécifique au qubit de speed. J'en termine avec, comme promis et rapidement, le dernier système, les photons, qui est un peu particulier parce qu'on n'a pas la même façon de les gérer. Je veux juste vous rappeler que les photons ont été un système qui a permis de faire avancer notre compréhension sur la mécanique quantique, tout simplement parce qu'il a été possible de faire de ces circuits où on crée des états intriqués à l'aide de cristaux et qu'on faisait ces circuits complexes. Alors, il faut savoir que c'est un schéma d'une expérience qui a été fait récemment à 8 photons, une interférence à 8 photons. Il faut se rendre compte que ça fait une table optique en termes de taille. Et le principal problème qu'on a pour pouvoir aller à plus large échelle dans ces systèmes-là, c'est tout simplement que les photons, quand ils se propagent à travers ce truc-là, ils ont une certaine probabilité de mourir, de disparaître. On se connaît bien ça, c'est l'absorption dans les fibres optiques, même dans le vide. Le photon, à un moment, il disparaît. Ou il n'est pas bien détecté, etc. Donc tout ça a limité un peu jusqu'à un certain temps et le coût en matériaux a été vraiment problématique. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2010, les gens ont commencé à utiliser toutes les technologies des circuits photoniques pour réaliser ces expériences. Ils sont allés un cran plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont pu passer de 8 à une vingtaine de photons dans ces circuits-là, et de pouvoir tout intégrer sur des tailles beaucoup plus restreintes et de limiter fondamentalement les pertes qu'il y avait lors de ces propagations qui avaient lieu sur des mètres. Et tout ceci va vous mettre dans une situation où vous pouvez envisager, avec les circuits photoniques, d'aller un cran plus loin. Et c'est donc compatible avec la microélectronique, entre guillemets, ou tous les circuits photoniques. La question qui se pose, c'est comment je vais faire pour gérer le fait que ce photon, même si vu qu'on va augmenter la taille, etc., il y a un moment, il va quand même mourir. Et comment on gère le fait de pouvoir le rendre immortel, ce photon. Et c'est les questions actuelles. Et donc, il y a eu. Alors, moi, je suis pas au fait des derniers chiffres. Donc, Olivier disait 500 millions. Moi, j'ai plutôt 250 millions en tête qui ont été levés par Psi-Quantum pour trouver des solutions pour rendre, en quelque sorte, le photon immortel et avoir un qubit qui va pouvoir, une information qui va pouvoir vivre sur le temps au moins d'un calcul quantique. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Les autres, ils sont là une bonne fois pour toutes et on les perd plus pendant des temps importants, voire infinis quand il s'agit du qubit supraconducteur, parce qu'il est là, il est construit. C'est comme un transistor. Voilà, donc je veux conclure maintenant. Le message qui est ici, c'est
et c'est à mon avis le message de la communauté, c'est que on n'est pas là en train de savoir quelle va être la meilleure plateforme. C'est pas du tout la façon dont la communauté réagit. On pense que les propriétés des différents systèmes vont être adaptées à différents types de problèmes à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'ils sont menés en parallèle, chacun de leur côté, et que pour l'instant on les laisse vivre. Je voudrais terminer aussi par ce message que c'est une réflexion collective qu'on a eue sur ces problématiques. Et donc je voudrais remercier tous mes collaborateurs. Et fondamentalement, on m'a demandé de donner un peu de lecture future. Donc je vous donne les choses qui m'abreuvent quotidiennement. Donc d'un point de vue technique, hein, ça date un petit peu, mais le bouquin de Nielsen et Schwang sur le quantum computing, ça vous donne les bases pour comprendre comment ça marche un ordinateur quantique. Le surface code, on va avoir l'intervention de Zaki Lektas dans quelques minutes. Le papier de Preskill sur le NISQ, pour vous montrer qu'il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle à faible nombre de qubits avec de la dissipation. Et la présentation que je viens de faire, elle est principalement extraite d'un article que je viens d'écrire pour la science en 2020. Donc vous pouvez le retrouver et puis ça sera vraiment une illustration de cette discussion. Très bien. Merci beaucoup Tristan pour cette très belle présentation.